Y a-t-il des opportunités d'investissement dans les large caps portugaises? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec ce top 10 portugais. Donc on va prendre EDP, Jerónimo Martins, Galp Energia et Banco Comercial Portugaise. Gamma Life, elle n'est pas dispo sur Coifin, donc on prend Sona et Sona Viator Company, Rennes, Nos, Semapa et Corticera Amorin. On y va tout de suite. Je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude. Symbole de cotation boursière de l'entreprise, nom de l'entreprise, industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, multiple de valorisation en VE sur EBITDA, en ratio court bénéfice et en ratio court free cash flow, valorisation par rapport aux actifs tangibles, rendement des capitaux investis, rendement des fonds propres, le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende, rendement de l'actionnaire, free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio ici. On commence tout de suite avec EDP. Donc là, c'est le distributeur d'électricité nationale. On est sur 18 milliards de dollars de market cap, 1,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Quasiment pas de croissance, mais sur les multiples qui sont assez élevés pour une boîte qui n'a pas énormément de croissance. On est à 11 en VE sur EBITDA et 20 en PE. Il n'y a pas de free cash flow. Donc là, free cash flow négatif. Donc grosse dépense en capital sur les 12 derniers mois. Il faut aller voir pourquoi. On est sur un rendement des capitaux investis qui est à 3%, ce qui n'est pas énorme. Hein, 4,2 fois les EBITDA en dette nette, beaucoup de dettes en plus. Et pourtant, avec autant de dettes, on a un rendement des fonds propres qui est médiocre. Hein, donc là, mauvaise gestion. C'est pas de la bonne qualité, hein, EDP, j'ai l'impression. 5,3% du dividende versé à crédit. Malheureusement, il y a un peu de rachat d'actions. Je ne pense pas qu'elle soit annulée. Il faut aller vérifier ça. Bon, EDP, c'est pas assez qualitatif, c'est un peu trop cher vu la qualité. On passe. Ensuite, Jerónimo Martins. Donc là, c'est la chaîne de distribution, de grande distribution nationale. 17 milliards de dollars de market cap, 12% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça cache quelque chose. Hein. Ça a de la croissance externe. Il fallait creuser pourquoi il y a une forte croissance comme ça, vu que le secteur est quand même plutôt très stable. Hein. 9 fois la VE sur EBITDA, 25 en PE, 35 en price free cash flow. Hyper cher pour une boîte de grande distrib. Après, le multiple de VE sur EBITDA n'est pas exorbitant. 9, ça reste raisonnable. Hein. On a 12 en rendement des capitaux investis, ce qui est correct. Hein. On n'est pas à force de faire capital sur les grandes distributions. Donc, c'est, on va dire, convenable à ce niveau. 1,7 fois les EBITDA en dette nette. Il y a un petit peu de dette. Peut-être que c'est la trace de l'acquisition passée. Il faut vérifier ça. On est à 2,6% de rendement de dividende et pareil en rendement de l'actionnaire. C'est, attention, les free cash flow sont moins élevés que les bénéfices nets. On est proche de 80% des free cash flow en dividende. Hein. Donc, on va pas pouvoir augmenter beaucoup plus, sauf si les free cash flow remontent. Bon, je trouve ça un peu cher. Hein. Je trouve ça un peu cher ce dossier. Hein. Si vous regardez encore une fois, Carrefour, c'est bien moins cher. C'est bien moins cher. Après, ils ont peut-être pas le même profil. Hein. Ils sont pas exposés au même pays. Mais bon, je trouve que ça reste un peu cher pour le business que c'est ici. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Galp Energia. Donc là, c'est le pétrolier national, 13 milliards de dollars de market cap. On est à 4,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est plutôt médian hein, comme croissance, c'est pas énorme. Alors, un type de VE sur EBITDA qui est tout bas, très bas. Hein, 5,1 fois la VE sur EBITDA, c'est pas cher. On a 13 en PE, à 28 en price free cash flow. Moi, je m'attendrais à ce qu'on ait plus de free cash flow que de bénéfices net, car c'est un business qui est mature. C'est une industrie qui est très mature. Hein, besoin d'injecter du cash pour alimenter la croissance. Mais peut-être qu'ils ont fait une dépense en capital importante récemment pour la croissance future. Donc ça doit être ponctuel. En termes de VE sur EBITDA, c'est pas cher du tout. Hein. On est à 11,8 en rendement des capitaux investis, ce qui est bien comme rentabilité opérationnelle. 0,8 fois les EBITDA en dette nette. Donc là, on n'est pas trop endetté. C'est bien. 4,3% en rendement du dividende. Bon niveau de rémunération. 6,3 en rendement de l'actionnaire. En plus, il y a du rachat d'actions. Peut-être qu'elles sont annulées, il faut les regarder. Attention, qu'on a un payout ratio qui est indiqué à 40%, mais les free cash flow sont en 2 tiers plus bas que les bénéfices nets. Donc là, on a versé une partie de ce dividende à crédit, hein, malheureusement. Donc, voyons où sont les free cash flow l'année suivante, mais sinon, je pense que c'est relativement intéressant ce petit dossier. Ensuite, on est sur Banco Comercial Portugaise. Donc là, la banque portugaise, on est à 12 milliards de dollars de market cap, 12% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans. Donc je pense que le secteur bancaire portugais se consolide lui aussi, comme tout le secteur bancaire européen, malheureusement. Du coup, ça fait de la croissance externe pour cette boîte. On n'a pas de décote sur bénéfices, on est dans le ratio court-bénéfice, malheureusement, il faudrait qu'on soit en dessous de 10. Hein. C'est pas le cas ici. Donc, pas de marge de sécurité, pas de marge de sécurité sur les actifs tangibles, malheureusement non plus. On est à 12,5 en rendement des fonds propres. C'est convenable sans être exceptionnel. Hein. Pour une banque, vu le levier qui est engagé, on pourrait 10, c'est le minimum syndical, il faudrait être à 15 pour que ça soit de la bonne qualité. Hein.
On est à 4,5 en rendement du dividende, ça c'est intéressant, mais il y a de la dilution potentielle là, parce qu'il y a des actions qui sont mises en circulation. Donc ça neutralise une partie de ce dividende malheureusement. Après le dividende est soutenable vu que les free cash flow sont largement plus élevés que les bénéfices nets. Bon, pas assez décoté, hein, la banque, il est pas assez, je trouve qu'elle est pas assez rentable pour que ce soit intéressant. Sonae, donc là, Consumer Staples, c'est la consommation non discrétionnaire. 3 milliards de dollars de market cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a une forte croissance également ici. Ça sent la croissance externe, je pense, hein. Sur les multiples de valorisation, c'est assez bas, hein, 7,6 en VE, allez, 8 en VE sur EBITDA, c'est pas très cher. 5,5 en price free cash flow, donc c'est pas cher du tout. Plutôt une boîte à mon avis qui est mature, hein, donc elle dégage des free cash flow. Le multiple le plus intéressant, celui de price free cash flow. Et là, il me dit qu'on est décoté, hein, donc pas mal. Rentabilité plutôt médiocre, en revanche, 4,6% sur du retail, enfin sur la consommation non discrétionnaire. On n'a pas besoin de beaucoup de capital en théorie, c'est inquiétant que la rentabilité soit si médiocre et vu le niveau de dette, donc à vérifier, hein, ça c'est peut-être de l'IFRS 16. Il y a peut-être des obligations locatives dans cette dette qui est incluse, donc il faut la retraiter. Si on est à ce niveau-là d'endettement, c'est trop. Attends, je pense pas qu'on soit à ce niveau-là. 4,6% vraiment du dividende, c'est intéressant à ce niveau. On a vraiment l'actionnaire qui est à 5,5%. Donc il y a des rachats d'actions, il faut vérifier si elles sont annulées. Payout ratio à 66%, mais le free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc c'est soutenable à ce niveau. Ouais, bon, ça n'a pas l'air d'être de la grosse qualité, mais c'est pas très cher, hein, donc peut-être que c'est un dossier sur lequel on peut jouer un redressement. Ensuite, on est sur The Navigator Company, donc elle est dans le fonds France d'indépendance à elle, ou le fonds Europe, hein, un des deux. C'est une boîte qui fait des produits forestiers, du papier, donc ils gèrent des forêts, enfin ils sont verticalement intégrés, hein, gestion des forêts et production de papier. 3 milliards de dollars de market cap, 4,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc croissance plutôt moyenne. 6,4 en VE sur EBITDA, c'est pas cher du tout. 9,3 en PE, donc il y a des cotes, enfin c'est pas très cher, hein, à moins de 10. On n'a pas les free cash flow, mais j'imagine que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, hein, vu que c'est un business qui est mature. Donc ça se trouve, le multiple de price free cash flow il est encore plus bas. Donc ça c'est intéressant. 13,5 en rendement des capitaux investis, bonne rentabilité, très bonne rentabilité je trouve. 1,7 fois les EBITDA en dette nette. 4,3% de rendement du dividende. Donc on ne sait pas s'il y a des rachats d'actions à la dilution. Bon, ce niveau de dividende, ça nous donne 8 millions de dividendes. Non, ça nous donne, pardon, 800 millions. Non, pas 800 millions. Il faudrait calculer, hein, mais c'est pas très élevé en termes de payout ratio, c'est soutenable. Donc moi je trouve que c'est un bon petit dossier. C'est pas pour rien qu'il est dans le fonds d'indépendance AM. Ensuite, on est sur REN, Redes Energéticas Nacionais. Donc là, c'est plutôt une utilities diversifiée. 2 milliards de dollars de market cap, 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Là, je pense qu'il y a la croissance externe à nouveau, hein. On n'est pas sur ce niveau-là, normalement, sur une utilities. 10 fois la BE sur EBITDA, 14 en PE, 3,2 en price cash flow. Bon, je pense qu'il y a vu le niveau de valeur entreprise sur EBITDA à 10, comparé au price free cash flow, je pense qu'il y a de l'exceptionnel en fait dans les free cash flow. C'est pour ça qu'ils sont aussi bas. Donc, à mon avis, il faut prendre ce multiple avec des pincettes. On est sur donc une boîte qui est, on va dire, plutôt pas très rentable, hein. 4,6 fois le rendement des capitaux investis, 5 fois les dividendes nets. Alors, il faut vérifier s'il y a des obligations locatives, mais s'il n'y en a pas, c'est limite quand même. C'est un peu trop endetté, même si c'est une utilities, hein. Utilities, on peut aller jusqu'à 5 fois l'endettement, 5 fois les dividendes d'endettement, mais au-delà, ça commence à piquer un peu. Là, c'est un peu trop quand même, je trouve, hein. 5% de rendement du dividende, à peu près la même chose en rendement de l'actionnaire. Est-ce que c'est soutenable? Oui, c'est soutenable avec des free cash flow bien plus élevés que les bénéfices nets, peut-être ponctuellement, hein, donc ça, il faut faire attention. Bon, ce dossier, plutôt pour le dividende, pourquoi pas. Plutôt pour le dividende et vérifier la dette quand même. À minima, il faut qu'elle soit en trajectoire descendante, hein, parce que là, c'est un peu élevé quand même. Ensuite, on est sur NOS. Donc là, c'est l'opérateur télécom portugais, 2 milliards de dollars de market cap, 3,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc pas beaucoup de croissance, hein, c'est normal pour les télécoms. On est à 5,6 en VE sur EBITDA, c'est pas cher. 8 en PE, c'est pas cher. 3,1 en price free cash flow. Donc là, on est vraiment sur une boîte décotée, hein. On est sur de la value. 8,2 en rendement des capitaux investis, c'est bien ça. Pour une télécom, c'est pas si mal, hein. 2,4 fois les EBITDA en dette nette, c'est gérable, hein. Les télécoms peuvent aller jusqu'à 5 fois également, donc pas de problème. 9% en rendement du dividende, c'est colossal. Et 8,4 en rendement d'actionnaire, donc il y a potentiellement un peu de dilution. Vous avez des free cash flow bien plus élevés que les bénéfices nets, donc en réalité, ce dividende à 9%, il est soutenable, hein. Donc NOS, c'est un très bon dossier, value, et
dividende pour un entier. Vu que c'est un opérateur télécom, en plus, c'est pas volatile. Donc pour un entier, ça peut être tout à fait intéressant, hein. Est-ce qu'il y a de la retenue? Je pense qu'il y a de la retenue à la source, sur les actions portugaises malheureusement, donc ça va vous amputer votre dividende, hein. En net, il sera peut-être à je sais pas combien il prélève, hein, mais peut-être il sera à 7 ou 6,5, ce qui reste tout à fait intéressant, hein. Ensuite, on est sur Cemapa. Ils font aussi donc des produits, du papier et produits forestiers. 2 milliards de market cap, 5,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Des multiples complètement value également. On est à 5 en VE sur EBITDA, 7 en PE. Et alors, il y a pas les free cash flow, il faudrait regarder, mais si ça se trouve, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc le multiple de price to free cash flow est encore plus bas. On est à 10,5 en rendement des capitaux investis. Une bonne rentabilité, je trouve. 2,1 fois les l'EBITDA net. Donc c'est gérable, c'est un peu lourd, mais c'est gérable. On est à 3,7 en rendement du dividende. Ça nous donne un dividende qui est à 90 millions, 100 millions. Donc on est à peu près, on n'est pas à 50% de payout ratio, ce qui est très soutenable. Et ensuite, Corticera Amorim. Alors eux, ils font du produit d'emballage. On est à 1 milliard de dollars de market cap. 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans, 9 en VE sur EBITDA, 17 en PE, 11 en price free cash flow. C'est pas très cher. C'est pas value, mais c'est pas très cher. On est à 7 en rendement des capitaux investis, ce qui est convenable. À mon avis, c'est intensif en capital, hein, ce business. Une fois les l'EBITDA net, donc le bilan est pas trop lourd. 5,1% de rendement du dividende, 3,3 en rendement d'actionnaire. Il y a potentiellement un peu de dilution à vérifier sur ce dossier. On est sur un payout ratio qui est inférieur à 50% en termes de free cash flow. Donc là aussi, un bon petit dossier. J'aime bien ce top 10 portugais parce que c'est pas très cher en fait le Portugal, hein. Quand on regarde, c'est moins cher que l'Espagne, c'est moins cher que l'Italie. Bon, l'Italie c'est cher, c'est moins cher que le top 10 français. Ça va être équivalent en cherté au top 10 grec. Mais il y a de quoi faire au Portugal, hein. Donc si vous êtes plutôt value, on peut aller sur Sonae, on peut aller sur The Navigator Company, on peut aller sur NOS et on peut aller sur Cemapa à mon avis, hein, il y a de quoi faire. Sur la croissance, vous avez pas de dossier vraiment de croissance, hein, ici. On est vraiment sur de l'ancienne économie sur ce dossier. Et par contre, au niveau dividende, ouais, on peut se faire du NOS également, hein, c'est un dossier dividende intéressant. Et on peut aller éventuellement sur Corticera. Voilà. Si cette vidéo vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.